fait, c'est de quoi je voulais parler aujourd'hui. Enfin bon, en plus, j'aimerais bien surtout qu'après mon exposé, on puisse discuter librement. Parce que je ne pourrais pas aborder énormément de questions, alors on peut discuter après d'autres questions qui se lient à la question. Moi, je voulais juste aujourd'hui poser une question qui semble peut-être bête et évidente. C'est de savoir, est-ce qu'il y a un rapport, ou quel type de rapport il y a entre le spectacle que nous pouvons voir dans les théâtres, comme celui-ci, par exemple, le spectacle comme celui de Cécilia et François, et la manière dont la vie sexuelle est gouvernée dans le privé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un rapport entre la visibilité publique de la sexualité et la liberté sexuelle dont nous jouissons. C'était un peu la question, parce que c'est vrai que un des arguments que les gens utilisent pour dire que nous vivons dans la société la plus libre possible en matière sexuelle, c'est entre autres choses tout ce que nous pouvons voir dans les spectacles, dans les cinémas, mais aussi dans les rues et dans les plages, etc. Parce qu'il y a toute la visibilité publique de la sexualité ne concerne pas seulement les spectacles, mais aussi les modes et toute la manière dont les gens se présentent dans cette sphère publique. Alors, moi, l'hypothèse que je voudrais développer, que je vais essayer de montrer ici, très rapidement, c'est de dire que, finalement, en tout cas en France, ce qu'on peut voir, c'est que la libéralisation de la sexualité visuelle, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons voir dans les spectacles, dans les rues, etc., a plutôt coïncidé avec un contrôle de la sexualité de plus en plus poussé. En fait, je voudrais un peu inverser ces schémas habituels et montrer, en tout cas, comment historiquement on peut constater ces changements. Alors, pour montrer ça, pour montrer ces rapports inversés, en gros, entre la visibilité de la sexualité publique et la sexualité privée, j'ai choisi de suivre un tout petit délit qui existait dans le code pénal depuis Napoléon, en fait, qui s'appelait dans les temps outrage public à la pudeur, je vais vous le noter. Voilà, c'est qu'il n'y a pas étranger, parce que les gens âgés, tout le monde connaissait ça. Mais là, vous êtes tous trop jeunes. Merci. Et c'est devenu maintenant c'est délit d'exhibition sexuelle. Ça s'appelle comme ça maintenant dans le code pénal de 1992. Maintenant, ça s'appelle comme ça. Alors, c'est pourquoi je me suis intéressée à ces délits. Pourquoi? Parce que c'est dans toute l'histoire de la sexualité, en gros, en France, depuis la Révolution, ces délits s'occupent de séparer ce qui peut être montré en public et ce qui doit être caché du regard du public. C'est pour ça que c'était intéressant, à travers cette petite infraction, de pouvoir montrer toute cette subtile distinction entre le public et le privé en matière sexuelle. Voilà. Alors, par ailleurs, je trouve que, et ça c'est un peu une méthode de travail on pourrait le faire autrement, enfin on pourrait travailler ces questions autrement, mais ce qui me semble intéressant avec ces questions d'histoire de la manière dont nous nous rapportons à ce qui peut être vu en public et ce qui peut être caché en public. Et par là, je parle pas seulement des spectacles, de la rue, etc., mais aussi, par exemple, qu'est-ce que nous pouvons faire chez nous quand il y a des gens qui ne sont pas de notre intimité forcément, enfin, qu'est-ce que sont les activités sexuelles qu'on peut montrer ou cacher, enfin, cette infraction s'occupe de tout ça, en fait. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est, au lieu de faire une démonstration un peu logique ou rationnelle, c'est intéressant de voir comment la question du public et du privé en matière sexuelle a beaucoup changé en l'espace de 2 siècles. Et du coup, moi je trouve qu'avec cette approche historique, nous pouvons avoir avec nous-mêmes une sorte de regard comme si nous étions des aborigènes, en fait, et que
nous nous posons comme des anthropologues de notre propre culture. Je crois que l'histoire, en tout cas, peut nous donner cette distance pour, en tout cas, montrer non pas seulement la relativité des choses, mais aussi l'organisation des choses, comment les choses se rapportent les unes aux autres, que c'est une manière peut-être de réfléchir qui est différente que la manière purement philosophique. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est pour ça que tant que je ne vous ai pas expliqué, vous n'allez pas comprendre pourquoi je le fais comme ça. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette idée qu'il y avait quelque chose qu'on ne pouvait pas montrer à un public de la sexualité est très récente. En fait, vous savez que pendant l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution, la plupart des activités intimes étaient faites en public. Les gens avaient des rapports sexuels en public, même il y avait des fois des témoins, il y avait pour les mariages, par exemple, à une époque, on ne pouvait pas considérer que les mariages avaient été consommés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas légaux, tant qu'il n'y a pas eu un rapport sexuel devant témoins, etc. Il y avait une sorte de rapport complètement étrange à ça. Et tout ça coïncidait aussi avec un gouvernement qui n'avait pas complètement séparé ce qui relevait des religieux et des civils,